notre formidable du jour. Laissez-moi vous présenter Priscille Déborah qui arrive. Bonjour Priscille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Priscille Déborah, vous êtes formidable parce que vous êtes, et on s'en aperçoit peut-être à l'image en ce moment, la première femme bionique de France. Et vous avez décidé de vous battre pour les autres parce que cette technologie est un petit peu coûteuse, on le verra, et vous avez envie qu'elle se démocratise, qu'elle soit accessible. Vous allez nous dire qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie et que tous ces rêves sont accessibles si on le désire et si on fait le compte de tout ce qui compte vraiment pour nous sur cette terre. On va parler de tout ça avec vous, mais dans un instant, parce que c'est la tradition dans cette émission. Ici, on balance son héros, vous le savez. Et je vous sens déjà débordé par l'émotion. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Et ça va bien se passer, Priscille. Est-ce que vous savez qui vous a envoyé vers nous ? Vous avez une petite idée ? J'ai une petite idée. Oui, on en a discuté hors antenne et vous m'avez donné un nom qui est le bon. C'est Stéphanie Tosi. Qui est Stéphanie Tosi ? Alors, c'est ma galeriste qui me représente dans l'exposition que je fais actuellement à Aix-en-Provence. Donc, c'est la galerie Carré d'Artistes. Voilà. D'Aix-en-Provence et Carré d'Artistes, c'est une galerie, mais ce sont des dizaines et des dizaines de galeries à travers le monde. Ouais, Aujourd'hui, c'est le plus gros réseau de galeries d'artistes contemporains dont vous faites partie dans le monde. Alors, avant de parler de vous, de votre vie, très épanouie aujourd'hui, eh bien, on va écouter le message qu'elle a. Il est pour vous, ce message. Écoutez. En fait, j'étais dans mon canapé un dimanche pluvieux. Je vivais la crise Covid un peu compliquée. Et en fait, là, je découvre une femme qui a vécu une vie très, très difficile et qui a tout traversé avec le sourire, qui a tout reconstruit et qui aujourd'hui mène une vie professionnelle et personnelle plutôt joyeuse. Et là, Priscille, ça a été le flash, c'est-à-dire que la crise Covid, par rapport à tout ça, c'est rien du tout. Les entrepreneurs, c'est de la gnognotte par rapport à la vie que tu as vécue. Et en fait, ça m'a donné du courage. D'une part, j'ai vu que tu peignais, donc ça m'a touchée parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu peins. Et bien sûr, la peinture me touche énormément. Mais ensuite, c'est une belle leçon de courage et je suis très, très fière qu'on t'expose chez Carré d'Artistes et je suis très, très fière de participer et d'assurer la promotion de ton art parce que franchement, tu nous transportes. Voilà. Alors, petit message peut-être de retour à Stéphanie. Un grand merci à Stéphanie de le prendre comme ça. Enfin, je suis toujours très touchée, effectivement, quand j'apporte de l'espoir aux gens, du courage. Enfin, je me dis que je ne suis pas restée pour rien aussi, que j'ai peut-être aussi une mission par rapport à ça. Voilà, et je vais retenir cette phrase, vous dites « je ne suis pas restée pour rien ». On va démarrer avec votre histoire, celle qui vous a conduite à être aujourd'hui la première femme bionique de France. On va expliquer tout simplement que à l'âge de 31 ans, vous ne trouviez plus beaucoup de goût à la vie. Et un beau jour, vous décidez carrément d'en finir, c'est ça ? Oui, effectivement. C'est au moment de la naissance de ma première fille, alors que ça aurait dû être un événement que joyeux. Bizarrement, alors je ne savais pas que c'était une maladie en plus, j'ai eu une dépression postpartum, c'est-à-dire que finalement, je n'acceptais pas cet enfant, je n'arrivais pas à finalement avoir d'émotions. Et ça m'a entraînée dans une dépression très grave, qui a duré presque 2 ans, et je n'ai pas été bien soignée. Et c'est vrai qu'un jour, je ne me supportais plus d'être comme ça, une loque humaine, sans plus aucune envie, je ne me reconnaissais pas et je n'arrivais pas à trouver de solution. Et effectivement, j'ai décidé un jour d'en finir et je me suis jetée sous le métro. Voilà. 2 jambes, un bras, qui sont, vous dites, une sorte de Big Bang qui a littéralement métamorphosé votre vie. C'est-à-dire que cet accident qui a failli vous anéantir, en fait, vous a redonné goût à la vie. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là ? Alors, c'est vrai que dans les premiers temps, évidemment, c'est le cauchemar absolu. On imagine bien la situation. Mais très vite, j'ai rebondi au cours des mois qui ont suivi par rapport à des rencontres que j'ai faites qui m'ont reboosté. C'est-à-dire qu'au lieu de me prendre en pitié, en fait, ces 3 rencontres déterminantes m'ont fait réagir en me disant « écoute, on ne te plaint pas, mais soit tu as 2 solutions dans ta vie, c'est te faire plaindre toute ta vie ou décider de réagir ». Et comme en fait au fond de moi j'ai quelque chose où j'aime pas perdre, je me suis dit en fait si ces gens-là ils y sont arrivés, pourquoi pas moi ? Et j'ai finalement
compris que finalement le handicap c'était un prétexte au mal-être et que c'est pas parce qu'on était en situation de handicap que finalement on pouvait pas prétendre au bonheur. Et du coup, j'ai décidé dans cette nouvelle vie de réaliser tous les rêves que je m'étais interdits dans la première. Exactement. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Inventer sa vie, c'est Une ça? vie à inventer, ouais. Une vie à inventer, dans lequel vous racontez votre parcours, qui est incroyablement positif, parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit pourquoi vous avez commis ce que vous appelez un accident de la vie aujourd'hui, eh bien, on va voir comment vous rebondissez. Et aujourd'hui, notamment, vous vous battez pour que d'autres Français, d'autres Françaises qui auraient besoin, comme vous, de prothèses, puissent en bénéficier. Expliquez-nous d'abord ce qui est bionique chez vous. C'est ce bras qui est Oui. formidable? Alors déjà, je voulais dire que l'ensemble des prothèses est quand même pris en charge par l'assurance maladie. C'est juste des prothèses bien spécifiques où parfois il y a des éléments de la prothèse qui ne sont pas pris en charge, ce qui est effectivement le cas pour cette prothèse. Alors en fait, on appelle ça une prothèse bionique. Voilà, je m'étais coincée la main dans ma jupe parce que en fait, elle répond immédiatement à mes ordres. Par exemple, si vous me dites de fermer la main, je ferme la main automatiquement. Si vous me dites de déplier le coude, je déplie le coude automatiquement. Donc c'est vrai que c'est instantané, c'est intuitif, c'est efficace. Et c'est un petit concentré de technologie, parce qu'en fait, il fonctionne comme l'autre bras. C'est-à-dire que votre bras droit, aujourd'hui, fonctionne comme le bras gauche, qui est, lui, complètement valide. C'est-à-dire que vous pensez au geste et vous n'avez pratiquement plus besoin de penser aujourd'hui? Oui, exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même eu une opération chirurgicale derrière qui a duré 5 heures, où en fait, ils ont récupéré des nerfs qui ont été sectionnés au moment de l'amputation. Il faut savoir que des nerfs, c'est toujours vivant. Donc, en fait, quand on les reconnecte à des muscles, même s'ils n'ont pas servi pendant des années, ils repoussent dans les muscles et ils retrouvent leur fonction motrice initiale, qui est de réinnerver un muscle et du coup de le faire réagir. Et après, moi, c'est une prothèse que j'enlève le soir et que je mets le matin, avec des capteurs à l'intérieur. Ouais. Sauf que j'ai 5 capteurs au lieu de 2 d'habitude, et ce qui me permet d'avoir, on va dire, 5 commandes pour 5 fonctions pour 5 commandes. C'est-à-dire que du coup, la commande d'ouverture de la main, elle est là. Et du coup, quand je veux ouvrir la main, ça ouvre la main automatiquement. Et après, j'ai eu 2 ans de rééducation pour en fait rétablir les connexions neuronales et faire croire au cerveau quelque part que j'avais à nouveau un bras. Oui. Pour cela, j'ai beaucoup travaillé en visualisation avec le bras gauche en thérapie miroir. C'est-à-dire qu'en fait, le reflet du bras gauche dans le miroir, ça donne un bras droit et on trompe le cerveau à lui faire croire qu'il y a comme un bras droit valide qui est à nouveau là, tout en faisant derrière fonctionner le bras amputé. C'est incroyable. Et ça existe. C'est vrai que pour nous, l'homme ou la femme bionique, c'était Super Jamie ou Steve Austin jusqu'à présent. Et vous êtes l'exemple vivant. Donc, première française, parce que cette technologie, elle ne se trouve pas partout. Où est-ce que vous avez bénéficié, vous, de cette technologie? C'est en France qu'on a pu l'importer? Oui, tout à fait. Donc, je suis la première française et le protocole s'est fait à Nantes. C'est une idée de mon orthoprothésiste qui est sur Nantes et du coup qui a créé tout le protocole sur Nantes. Donc il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que Nantes en fait, qui permet d'avoir ce système-là. Alors, si vous êtes formidable aujourd'hui, c'est non seulement parce que vous atteignez vos rêves, vous me dites que vous faites tous les sports inimaginables, de la plongée sous-marine, bientôt du badminton, du ski. Vous arrivez à faire tout ça et plus encore grâce à ce matériel. Et vous dites, moi, mon autre combat, c'est aujourd'hui que tout le monde, enfin tous ceux qui en auraient besoin, y aient accès. Parce qu'aujourd'hui, quel est le souci? C'est vrai que dans cette technologie-là, ce qui est vraiment indispensable, c'est ce coude électronique qui, à lui tout seul, coûte 80 000 €. C'est une somme. Voilà. Et c'est vrai que là, cet accessoire-là n'est pas du tout pris en charge pour le coup par l'assurance maladie. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est essentiel, que ça permet de retrouver une vraie intégration sociale, professionnelle. Je ne sais pas, par exemple, je vais chez mon boulanger, tout de suite, je peux attraper immédiatement la baguette de pain avec ce bras-là. Enfin, voilà, j'ai pas à attendre pendant 5 minutes avec une queue qui commence avec plein de gens derrière, à essayer d'ouvrir ma main. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, voilà, c'est vraiment de les convaincre que ça n'a pas de prix de retrouver comme un bras, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme parfaitement épanouie, une vie de famille heureuse. Vous avez, après le premier enfant dont vous parliez, eu un deuxième enfant. Et puis, vous avez réalisé votre rêve, c'est-à-dire que vous peigniez avant de façon plutôt amateur, et aujourd'hui, c'est votre vrai métier. Tout à fait. Vous arrivez à peindre avec ce bras? Alors, Vous à vrai l'utilisez? dire, il me sert vraiment tous les jours, alors notamment pour ouvrir des pots de peinture, pour faire
sortir la peinture du tube quand c'est par exemple des tubes de peinture à l'huile qui sont un peu durs à ouvrir. En revanche, c'est vrai que quand je suis dans mon acte de peindre, si vous voulez, j'ai pas le temps de commencer à changer le pinceau. Enfin, Oui. voilà, j'ai vraiment besoin de garder ce bras gauche qui est devenu quand même finalement comme mon bras droit, parce que bon, j'étais droitière. Oui. Voilà. Mais vous dites, finalement, gauchère, c'est la main gauche qui est la main, en fait, de la création. Vous Oui, dites. alors c'est vrai qu'il y a cette histoire de neurosciences, de cerveau droit, cerveau gauche. Et en fait, c'est le cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion, qui guide la main gauche. Et c'est vrai que finalement, j'ai gardé la main de la création. Et quand je suis devenue handicapée, ça a été plus long pour réapprendre à écrire, par exemple, parce que ça joue sur l'autre type de cerveau, sur le cerveau gauche qui guide la main droite. Vous êtes une leçon pour beaucoup de gens qui peut-être nous regardent et sont en ce moment peut-être en dépression postpartum, ont des idées noires, etc. Quel est le message que vous avez envie d'envoyer ce matin? Alors, c'est vraiment de dire qu'effectivement, il ne faut jamais perdre espoir. Que par exemple, si on n'est pas bien, qu'on a un petit coup de blues, c'est vraiment revenir à soi, pas dans un but auto-centré, mais vraiment juste revenir à des choses qui nous font plaisir. Ça peut être, je ne sais pas, un petit hammam avec une copine, ça peut être un jeu de société entre amis, ça peut être un bon dîner. Enfin, voilà, Vous dites aussi il faut identifier les piliers de sa vie. Ouais, c'est ça. C'est effectivement revenir aussi à nos richesses. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on nous pousse toujours à avoir plus, à être toujours autre chose que ce qu'on est. Mais c'est aussi parfois se faire du bien et aussi avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes en se disant mais c'est quoi finalement mes piliers, c'est quoi mes richesses? Et moi je me rends compte, c'est ma peinture par exemple qui est toute ma vie, mais il y a aussi effectivement mon mari, mes filles. Et tout ça, ça me porte énormément. C'est-à-dire que finalement on se sent invincible avec nos richesses. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va passer